Moi, c'est René Ngongo Mateso, je suis rapporteur du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. C'est une assemblée générale ordinaire, donc c'est une occasion d'évaluer les activités de la fêtière parce que c'est l'ensemble des conseils économiques et sociaux membres des pays francophones, donc l'ICESIF. Nous avons passé en revue les activités qui ont été menées l'année dernière depuis la dernière Assemblée générale à Paris. Et nous avons refait notre statut. Il y a eu quelques aménagements à l'interne. Le règlement intérieur a été légèrement modifié. C'était l'occasion pour les bureaux de présenter les rapports financiers et de présenter la candidature des membres. Et nous avons aussi validé la candidature de la Bulgarie qui est devenue, en termes de cette Assemblée générale, membre du Conseil économique et social. Ça, c'est vraiment du côté administratif. Et en marge de l'Assemblée générale, une conférence a été organisée qui avait pour thème la gouvernance de l'eau. Dans notre pays, le sujet de l'eau fait partie de l'actualité au Conseil économique et social, qui a consacré plusieurs avis, notamment celui sur les projets Transaqua. Vous savez qu'il y avait un ancien projet de transfèrement des eaux de l'Ubangi, qui est un des grands affluents du fleuve Congo, vers le lac Tchad, parce que le lac Tchad subit beaucoup de problèmes d'eau. Et nous nous sommes prononcés là-dessus pour montrer que c'était un projet à haut risque et on ne pouvait pas tenter de résoudre un problème en créant un autre problème. Et dans cet avis, nous, membres du Conseil économique et social, nous avons adressé notre avis aux décideurs de la RDC pour leur montrer les risques de ces transfèrements. D'abord, sur le plan écologique, c'est impensable de transférer les eaux d'un bassin vers un autre. Dans un même bassin, c'est encore possible, mais d'un bassin vers un autre, il y a beaucoup de problèmes écologiques qui peuvent surgir. Il y a aussi des problèmes sociaux que nous avons mis en évidence, des problèmes économiques, mais aussi des problèmes sécuritaires. Donc nous sommes penchés sur ça, mais cela ne nous a pas empêché de parler de la gouvernance de notre eau, parce que je vous rappelle, madame, que notre pays a pratiquement 155 millions d'hectares de forêt. Et nous avons montré la dépendance entre l'eau et la forêt. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Nous avons 105 000 km² de tourbières qui jouent un rôle très important dans le stockage de carbone. Donc c'est vraiment un élément de lutte contre les changements climatiques. Nous avons pratiquement un taux d'accès à l'eau qui avoisine 26% de la population. C'est un taux assez faible comparé à la moyenne africaine, même internationale. Et nous avons mis en place des stratégies pour augmenter les niveaux d'accès à l'eau pour arriver à la norme ou à la moyenne acceptée autour de 60% d'accès à l'eau potable. Et pourtant, nous avons beaucoup de rivières. Nous avons un grand fleuve, le fleuve Congo, qui a un débit parmi les plus élevés du monde et qui donne beaucoup d'avantages sur le plan d'énergie, avec les grands barrages de Inga, qui peut desservir toute l'Afrique et même une partie de l'Europe si c'est bien canalisé. Et je rappelle que nous avons pratiquement les 2/3 des eaux du bassin du Congo. Et sur le plan pour montrer l'importance de cette eau, c'est que nous déversons chaque année 1300 000 milliards de mètres cubes qui sont évacués au niveau de l'embouchure du fleuve vers l'océan Atlantique. Donc, c'est pour montrer que nous sommes un pays vraiment avec un fort potentiel. Et c'est fort de ça que nous avons adressé un avis qui porte sur les eaux douces, parce que là nous parlons des eaux douces,
de la République démocratique du Congo, défis de gouvernance et opportunités de capitalisation. Donc ces thèmes que nous avons abordés ici tombent à propos parce que nous avons déjà commencé ces réflexions sur la gouvernance. La gouvernance part d'abord de la gestion de qui gère. Pour le moment, nous avons plusieurs ministères qui ont dans les attributions la gestion de l'eau. Nous avons plaidé pour qu'il y ait un ministère en charge de l'eau. Parce que l'eau, c'est une ressource. D'ailleurs, on dit la prochaine guerre, ça sera la guerre de l'eau. Donc, nous avons plaidé pour qu'il y ait vraiment tout un ministère dédié à la gestion de l'eau. Et nous avons montré à travers notre avis comment on pouvait capitaliser de l'eau dans le secteur de l'agriculture. Vous savez que nous, notre agriculture, c'est une agriculture pluviale. Ce n'est pas une agriculture irriguée comme dans beaucoup de pays, même africains. Donc nous avons prôné pour que cette eau qui est déversée presque gratuitement sur la mer sans qu'elle ne profite pas suffisamment à la population puisse être capitalisée pour entrer dans le circuit de l'agriculture et ensuite être utilisée dans les centrales hydroélectriques. Vous savez que nous avons encore un mix énergétique, il y a des endroits où c'est encore le thermique et pourtant nous avons des rivières en abondance et nous capitalisons l'Atlas sur les énergies renouvelables. Nous avons des représentants de chaque province et parmi ces représentants, il y en a qui viennent de l'Est et nous faisons de notre techniques pour expliquer les conséquences de cette guerre et même des stratégies pour accompagner les opérateurs économiques de ces coins qui sont vraiment victimes de cette guerre qui a fait une trentaine d'années. Donc nous avons, puisque nous sommes aux côtés des populations, notre rôle c'est de relayer les préoccupations des populations vers les autorités. La loi organique qui règle le fonctionnement du Conseil, l'organisation et le fonctionnement, permet à une population de nous saisir par voie de pétition à partir de 10 000 signatures. Donc nous recevons des pétitions sur la question de l'insécurité à l'Est, sur les questions des inondations, sur les questions... Donc nous sommes à l'écoute des populations et nous faisons les relais vers les décideurs. Moi-même, comme vous venez de le dire, je suis un des fondateurs et membre de l'ONG Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature. Ça fait 30 ans que nous militons en faveur de ces secteurs. Aujourd'hui, l'environnement prend de l'importance, mais madame, il y a 30 ans, ce n'était pas une préoccupation. Nous, c'est depuis plus de 30 ans que nous avons commencé. Au départ, sur les questions essentiellement forestières, la gouvernance dans les secteurs, la mise en œuvre des lois, ainsi de suite. Et petit à petit, nous avons étendu nos activités à tous les autres secteurs, les secteurs de l'énergie, les secteurs de la conservation, les secteurs des mines, des hydrocarbures. Et notre rôle, c'est, avant que le Conseil n'existe, nous amenions des avis, plaidoyer au niveau national, régional et même international. Nous sommes parmi ceux qui ont poussé des réformes sur les codes forestiers parce qu'il fallait mettre les volets gestion durable dans la gestion dans nos lois. Donc nous travaillons aussi en amont pour influencer les élus, les parlementaires, les députés au niveau des provinces, mais au niveau national pour des réformes. Et nous sommes fiers d'avoir poussé des réformes, par exemple la réforme sur l'environnement, la réforme sur le code forestier, la réforme sur le code des hydrocarbures et récemment la réforme sur le secteur minier, en mettant en évidence les questions environnementales, mais aussi les préoccupations des communautés. Donc nous travaillons de plus en plus en réseau, pas seulement national, mais aussi régional, international. J'ai fait partie de l'équipe des Africains qui ont fait des missions à l'extérieur pour comprendre la certification forestière et comment l'adapter dans notre panoplie de lois. Et c'est des efforts que nous menons
régulièrement. Et maintenant, la question du climat, nous sommes présents à toutes les conférences des partis sur le climat pour pousser les messages du pays, pour relayer la campagne RDC Pays Solution au changement climatique. Ça a été une grande surprise. On ne savait pas que nous étions suivis par plusieurs acteurs des organisations internationales qui nous ont donné ces prix. Et déjà en 2009, nous avions considéré que c'était un micro supplémentaire qu'on nous donnait pour notre travail. Parce que quand vous présentez avec ces prix, on vous écoute plus attentivement. Ça vous ouvre certaines portes, ça vous ferme d'autres, c'est sûr, parce que vous devenez une voix qui dérange. Mais pour nous, ça a été pris avec toute la modestie et nous l'exploitons pour mieux faire passer les messages. Nous avions dédié notre prix à la jeunesse pour mobiliser les jeunes à relayer ces questions-là. Et aujourd'hui, nous pensons que la relève est assurée parce qu'il y a beaucoup d'organisations de jeunes qui organisent des sit-ins, qui font des actions et nous nous disons, voilà ce que nous avions fait il y a 30 ans et aujourd'hui de plus en plus, surtout que nous sommes victimes de ces changements climatiques et de plus en plus les gens écoutent les messages. Ce n'était pas évident il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on nous prenait pour des illuminés, des gens qui exagéraient un peu, des alarmistes. Mais on voit aujourd'hui avec des inondations, avec des glissements de terrain. Nous faisons vraiment face à des réalités que nous avions prédites il y a une trentaine d'années. Je découvre les Cotonou, le Bénin, c'est une ville magnifique. La première impression, c'est que la gestion des déchets, elle est résolue. En tout cas, à première vue, on ne voit pas des déchets comme dans beaucoup de pays africains que nous avons visités. On voit que l'environnement est préservé, vous avez le littoral qui est propre. Bon, je ne sais pas s'il y a autre chose autour de ça, mais c'est la première impression qui frappe. On sent que les pays font attention à la gestion de son environnement. C'est une première expérience. Je pense qu'avec d'autres collègues de la société civile, on pourra voir comment revenir prochainement pour plusieurs jours de manière à capitaliser l'expérience de gestion de l'environnement, ne serait-ce que le volet assainissement et gestion des déchets pour pouvoir capitaliser dans à travers nos avis au Conseil, mais à travers les actions. Donc je retiens une très belle image du pays, surtout que l'organisation a été impeccable de l'Assemblée générale, de l'accueil du séjour, jusqu'à notre départ. Je pense que les choses se présentent bien et je vous dis merci pour l'accueil des Béninois qui est légendaire mais que nous sommes en train de vivre. Merci.